Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment se débarrasser des trolls sur Internet? Solution à suivre avec la famille tout écran et le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Marion Moreau. Marion, avec toi, on va voir aujourd'hui que l'Inde se distingue dans la lutte contre les arnaques et les fraudes en ligne, puisque le pays est en train de former des étudiants à devenir des cyber-ambassadeurs. Oui, exactement, c'est très intéressant et on pourra peut-être le relier d'ailleurs au sujet du jour qui est le cyberharcèlement. Comment les jeunes aujourd'hui peuvent participer à la lutte contre le cyberharcèlement. Absolument, parce qu'aujourd'hui, on vous propose à nouveau cette émission sur la lutte contre les harcèlements scolaires et cyberharcèlement. L'INSEE et Lucas, 13 ans, Thibaut, 10 ans. Les noms des victimes du harcèlement scolaire et cyberharcèlement s'inscrivent à la une mois après mois. Les associations et la justice sont mobilisées. L'éducation nationale est dépassée mais tente de trouver des solutions. Mais les plateformes, elles, que font-elles vraiment? Cyberharcèlement, des réseaux responsables mais pas coupables? On va en parler avec nos invités. Jacques Hainaut, vous êtes journaliste. Vous avez écrit de très nombreux articles sur le sujet, notamment pour Les Échos. Vous êtes l'auteur de ce livre « Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux » chez Télémac. Vous nous direz pourquoi c'est encore plus vrai aujourd'hui. Axel Dessein, on vous retrouve évidemment par duplex interposé. Vous êtes toujours la directrice d'Internet sans crainte et on va voir avec vous quelles sont les solutions effectives et efficaces ici et maintenant. Mais d'abord, focus. Et justement, comment identifier et reporter les cyberharceleurs sur les réseaux sociaux? Réponse avec un peu d'humour tout de même et des règles de droit de notre famille préférée, la famille tout écran, en partenariat avec le Clémy. Les parents, je vous présente ma copine Marie. Elle était en voyage, en Inde. Elle est youtubeuse, elle a 200 000 abonnés. Marie, sois la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? T'as faim? Tu veux des cookies, un jambon beurre, une bouillotte? Non. Depuis que maman a créé sa chaîne sur les bonsaïs, elle a peur d'un truc. Oui, j'ai peur des trolls. Des trolls? Ça ressemble à ça. Il y a des gens sur Internet qui utilisent des pseudos et qui se permettent de te dire les pires horreurs en ligne, de t'insulter sans jamais avoir de problème. Ça, c'est des trolls. Concrètement, si ça m'arrive, je fais quoi? Il faut absolument déposer plainte. Sous toutes mes vidéos, j'avais des centaines de commentaires de gens qui me demandaient de me suicider. Non mais c'est bien marqué, c'est très grave. Hein. Les parents sont responsables vis-à-vis de leurs enfants. Ouais. Et si c'est un adulte qui est le cyberharceleur, il peut passer directement à la case prison. Dis-moi, t'accepterais de faire la guest sur une de mes vidéos? Alors là, c'est l'heure C'est l'heure de faire autre chose. C'est ça. Ouais, Voilà. bisous. Mais tu sais, si tu cherches un guest, je suis là. C'est l'heure de faire autre chose. Bisous. Nous sommes tous responsables de ce que nous publions, likons et partageons. Harceler quelqu'un en ligne derrière un pseudo, c'est illégal. Alors si vous êtes victime ou témoin d'agression sur les réseaux sociaux, vous devez signaler les comptes malveillants auprès des plateformes et les bloquer. Et surtout, parlez-en autour de vous. Maman, voilà ce que je fais au troll. C'est pas un troll, c'est papa. Oui, mais tu dis toujours qu'il t'embête. Le cyberharcèlement qui est notre sujet du jour, vous le savez. Axel, chez Internet sans crainte, là aussi on développe tout un tas de solutions pour venir en aide aux victimes de cyberharcèlement, notamment, quelle que soit la teneur de ce cyberharcèlement. Est-ce que vous pouvez nous redonner 2 ou 3 outils pratiques tout de suite à pouvoir se mettre en main et en tête? On a surtout un outil déjà pour les parents, parce que les parents... ils sont en première ligne et ils sont assez démunis et désinformés, donc, ou en tout cas pas assez informés. Donc on a une série notamment qui s'appelle « Parents, parlons-en, le harcèlement », qui à travers des petites vidéos très courtes donne des conseils très concrets pour prévenir, mais surtout savoir agir si son enfant est victime et aussi si son enfant est harceleur ou témoin. Donc ça, c'est un outil très simple qu'ils peuvent retrouver très facilement sur notre chaîne YouTube ou sur notre site. Et puis après, on a tout un volet, nous, d'action et de support pour pouvoir aider surtout les enseignants, tous les médiateurs qui sont au contact des jeunes pour pouvoir adresser ce sujet. Et très en amont, c'est pour ça qu'on a pas mal d'outils aussi qui abordent l'empathie, le vivre ensemble, l'acceptation de soi et des autres, parce que ça, ce sont aussi des clés pour prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement. Et puis les numéros d'urgence qu'on va rappeler plusieurs fois tout au long de cette émission, le 3020 pour signaler des cas de harcèlement dans votre établissement scolaire et le 3018 s'il s'agit de harcèlement en ligne. On continue justement à en parler aujourd'hui avec Axel Dessein, avec Jacques Hainaut et avec Marion Moreau. C'est la première partie du talk.
On a décidé justement de consacrer cette émission avec vous, messieurs, dames, à la lutte contre le cyberharcèlement et les harcèlement scolaire, parce que j'avoue que moi-même, en tant que présentatrice de cette émission, je commence à en avoir un petit peu marre de faire des sujets où on égrène justement les noms de ces victimes de 13 ans, de 10 ans, qui ne trouvent que comme seul échappatoire le fait de se suicider face à des mois d'harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, alors que la famille tente de prévenir les établissements, que certains établissements du dispositif phare de l'éducation nationale tentent de mettre en place des moyens pour y répondre, et que les plateformes, elles, ne font toujours rien. Alors j'ai envie de vous poser cette question de façon assez directe, notamment à vous, Jacques Hainaut, puisque vous avez beaucoup enquêté sur le sujet, non seulement pour vos articles, mais aussi pour vos ouvrages. Et je rappelle le tout dernier aux éditions Télémac, Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux. C'est un guide très pratique en la matière. Aujourd'hui, malgré tout l'apanage législatif, réglementaire qu'on peut mettre en place, les plateformes arrivent toujours à se défausser. Alors, les plateformes, légalement, ne sont pas responsables des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Par contre, elles ont l'obligation d'intervenir à partir du moment où on leur signale un contenu inapproprié. Le problème, c'est qu'elles respectent la loi. Il y a tout ce qu'il faut pour signaler un contenu inapproprié, tout ce qu'il faut pour bloquer quelqu'un, etc. Par contre, les modalités d'intervention, les temps de réaction, ça dépend de leur bon vouloir. Parce que ce sont des sociétés qui sont implantées à l'étranger. En général, le siège européen, par exemple, est en Irlande. Et donc, en dehors de la législation française, et donc elles font ce qu'elles veulent au niveau de la réponse qu'elles apportent une fois qu'on leur a signalé un contenu inapproprié. On rappelle que dans le cas notamment du suicide de l'INSEE, après ces mois d'harcèlement et cyberharcèlement, la famille de l'INSEE a porté plainte notamment contre Meta, société éditrice, s'il en est, d'Instagram, WhatsApp et de Facebook, et que la réponse de Meta a été un communiqué assez simple, où évidemment Meta rappelle qu'il se joint aux condoléances et à la famille dans ce moment compliqué, mais que surtout il continue, en tant qu'entreprise, à ne pas tolérer, je cite là pour le coup le communiqué, l'intimidation et le harcèlement sur ces plateformes, et continue à prendre des mesures contre les contenus et les comptes qui enfreignent les règles lorsqu'ils en ont connaissance. Donc on tombe exactement dans le coup de loi que vous venez justement de décrire, Jacques, et de ce qui est légal ou ce qui ne l'est pas encore pour elles. Mais Axel, vous travaillez à l'année, notamment avec ces plateformes. Elles viennent à chaque fois, à chaque drame, à chaque victime. Il y a des engagements, il y a des chartes qui sont signées. Elles viennent, elles le font, elles ne montrent pas de blanche. Jusqu'à quand on va jouer finalement à ce jeu de marchand de tapis qui marchande des vies d'enfants ? En fait, le problème, c'est que... il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, mais elles ne sont pas forcément aussi connues des utilisateurs. Et les utilisateurs, sans le savoir, les contournent. Je vais donner un exemple très concret. Nous, on est en contact de parents ou d'enfants qui nous disent très régulièrement... Enfin, d'enfants. Je parle d'adolescents qui devraient même... Je parle seulement des adolescents qui ont l'âge pour être sur les réseaux sociaux. Ils ne font pas de paramétrage de leurs outils de réseau social. Ils ne savent pas que c'est possible. Et ils ont tendance aussi à s'y inscrire en tant que majeurs. Et leurs parents leur conseillent parfois de s'inscrire en tant que majeurs, pensant ainsi davantage les protéger, notamment de prédateurs sexuels. Ce n'est pas un bon réflexe, parce que les plateformes ont mis en place des paramètres par défaut qui protègent davantage les mineurs, par exemple. Alors, ça ne protège pas totalement du cyberharcèlement, mais déjà, si on a des bonnes pratiques de paramétrage, si on sait que l'on peut filtrer ses commentaires, ça permet aussi de se protéger. Et après, effectivement, il y a un système qui est défaillant de la part des plateformes. Elles ne sont pas en capacité de pouvoir gérer tous les signalements qui sont faits sur les réseaux. Nous, on a plein de jeunes qui sont découragés, qui ne font même plus les démarches de signalement parce qu'ils voient bien que ça n'aboutisse à rien. Et ce qui est parfois très dur aussi, c'est que quand ils vont faire un signalement, ils vont avoir accès à une liste de propositions parce qu'il faut pouvoir qualifier son signalement et on va leur répondre que ce qu'ils sont en train de vivre, que les insultes qu'ils ont reçues ne sont pas légitimes, ne sont pas signalables. Le terme n'est peut-être pas très français, mais... et ça, c'est très, très dur. Donc, on voit bien qu'il y a un système, effectivement, qui n'est pas encore en place. Et très certainement, les moyens humains, les moyens de modération ne sont pas encore au rendez-vous. Ça, c'est certain. Et pourtant, vous le
le rappeliez, encore une fois, certaines de ces plateformes s'engagent avec des mesures qui permettent là aussi de mieux protéger les utilisateurs et utilisatrices mineurs, notamment suite à des condamnations de la part des CNIL européennes. La dernière, pour pas la nommer, était en Irlande notamment, contre Meta et contre son service Instagram sur des utilisateurs et utilisatrices mineurs. On va citer par exemple l'exemple de Snapchat qui a mis en place à la rentrée dernière un contrôle parental renforcé qui permet aux parents d'utilisateurs et utilisatrices mineurs sur Snap de pouvoir avoir accès aux émetteurs des conversations avec leur enfant. Évidemment, on ne trahit pas le secret de la correspondance puisque le contenu du message n'est pas visible, il reste crypté. Mais par contre, on peut avoir accès à la liste, en effet, des autres utilisateurs et utilisatrices avec lesquels son enfant est en train de dialoguer. Si Snap est capable de le faire, Meta aussi, non, me semble-t-il, Marion? Ils ont la même technologie. Mais évidemment qu'ils l'ont. Alors, évidemment, je ne sais pas si tu te rappelles, Marjorie, quand je suis venue la dernière fois sur le plateau ici de School TV, j'avais reporté un voyage que j'avais fait au tout début chez Facebook, quand Facebook ne s'appelait pas encore Meta, et un peu avant qu'il lance Instagram. J'avais rencontré un Français qui travaillait déjà sur le graphe social, donc l'analyse extrêmement précise, imaginez les technos qu'il y a derrière, le graphe spécial en cas de rupture sentimentale. Meta, Facebook a des départements entiers, cognitifs, neurophysiciens, médecine spécialisée ciblée. Ils sont largement capables aujourd'hui de détecter le moindre comportement suicidaire sur toutes leurs plateformes. Donc qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, et je suis d'accord avec Axel, qu'aujourd'hui il y a une limitation de leur service après-vente, entre guillemets, sur des comportements anormaux aujourd'hui qui se déroulent sur leurs propres autoroutes de l'information. C'est un scandale. C'est tout simplement un scandale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, le constat moi, que j'ai fait aux États-Unis aujourd'hui se répercute sur une irresponsabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, enfin, je ne suis pas là pour défendre, vous l'avez bien compris, les réseaux sociaux. Hein, je pas, dans le titre, ça se voit. Ça se voit quand même dans le titre du livre. On peut le sentir. On peut le sentir, voilà. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que la situation économique de ces réseaux sociaux est en train, pour certains, de péricliter. On peut parler de Twitter, par exemple, pour d'autres d'être en danger. On peut parler de Facebook, etc. Et donc, ils sont en train de réduire la voilure. Donc, ils ont réduit, Meta a réduit ses effectifs de 20% à peu près en un an, grosso modo. Twitter, depuis l'arrivée de Elon Musk, c'est 80% de réduction. Donc, il doit rester 2500 personnes chez Twitter. Donc, ces entreprises sont des entreprises cotées qui sont là pour gagner de l'argent. Donc, la priorité, c'est de gagner de l'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est la publicité, etc. Donc, tout ce qu'ils vont investir dans le graphe social pour savoir comment mieux diffuser leur publicité. Les problèmes de harcèlement, etc., de blocage de personnes, ça ne rapporte pas d'argent. Donc, ils ne vont pas investir là-dedans. Donc, en ce moment, ils réduisent la voilure. Et la première chose qu'ils vont réduire, c'est réduire effectivement les humains qui sont au contact des personnes dont les équipes de modération. Voilà, donc les équipes ce que vous appelez les équipes de modération. Modération, c'est un peu tard, la modération. Avec quelques guillemets. Mais c'est intéressant l'argument que vous donnez ici, Jacques. C'est pas l'argument que je pour les défendre. Que vous analysez ici, mais à la limite, même si c'était pour des raisons assez cyniques et de modèle économique, les plateformes étaient amenées à changer. Quand vous citez le cas de Twitter, par exemple, et c'est un cas qu'on a notamment beaucoup commenté cette année dans nos clubs actu avec Marion ici autour de cette table, le fait que Twitter, qui était à 90% plus beau dépendant à l'arrivée d'Elon Musk à la tête du réseau à l'oiseau bleu, et vu le nombre de ses annonceurs partir en jaillir en courant, mais presque en volant, parce que c'est Twitter pour le coup, fait qu'aujourd'hui, la nouvelle CEO qui a été nommée Linda Yaccarino doit reconstruire un business model. Si justement le risque réputationnel que n'ont pas voulu encourir ces annonceurs qui sont partis du réseau et qui ont donc laissé Twitter en plein marasme économique, est-ce que ça ne peut pas se répercuter, ce risque réputationnel, sur d'autres réseaux? Si on sait que ce sont des réseaux sur lesquels les utilisateurs mineurs peuvent se laisser harceler, il n'y a pas de cas sur lesquels on va rester faire justement de la publicité. Le problème réputationnel, il est quand même plutôt sur les contenus qui ne sont pas très politiquement corrects, on va dire, aux États-Unis. Donc les marques font très attention, surtout les marques américaines font très très attention à ça. Elles ont peur d'être boycottées dans la vraie vie. Mais si vous voulez, c'est encore très cynique, hein, mais le problème du harcèlement, etc., ça n'intéresse pas les marques. C'est pas ça qui va les gêner. Ce qui va les gêner, effectivement, c'est d'avoir leur publicité entourée
de contenu pas woke, on va dire. Voilà. Marion. Oui, il y a aussi, je suis d'accord avec vous, l'argument économique, et vous avez raison, aujourd'hui, modérer les réseaux sociaux ne rapporte rien, ça c'est clair. Quoique, si on réfléchit un petit peu, peut-être qu'en s'adressant aux parents qui, je le rappelle, ont la carte bleue en main, et peut-être que si on inventait des réseaux sociaux qui soient payants de façon raisonnable, avec des contenus extrêmement modérés sur lesquels il y a des règles qui sont réellement appliquées, peut-être que ça marcherait. Petite idée derrière la tech à suivre. Prenez l'exemple de WhatsApp, ce qui est quand même un des réseaux les plus utilisés pour le harcèlement. Le réseau WhatsApp, normalement, il n'a pas accès au contenu, sauf si vous déclarez, vous bloquez une personne et vous la dénoncez auprès de WhatsApp. À ce moment-là, encrypté par défaut et c'est quasiment un des seuls réseaux cryptés à le faire. Voilà, réseau crypté, il y a encore un peu de polémique autour du cryptage de WhatsApp quand même. Sauf, a priori, sauf moi d'après mon enquête, sauf effectivement lorsque vous dénoncez une personne pour comportement inapproprié, à ce moment-là, effectivement, ils ont accès au contenu. Mais il y a quand même un vrai sujet, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est le premier amendement. C'est ce fameux premier amendement derrière lesquels les plateformes sont extrêmement, se retranchent très confortablement et depuis leur existence d'ailleurs. Le premier amendement qui est la liberté d'expression aux États-Unis. Donc on a le droit de dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a quelque part un sujet constitutionnel au cœur du sujet de harcèlement notamment, non ? Alors, ça, c'est pour les États-Unis. Après, si vous voulez, ils sont quand même aussi obligés de respecter les lois sur les contenus en France, en Europe. On a le droit de tout dire, effectivement, aux États-Unis. Vous n'avez pas le droit de tout dire en France. On ne va pas refaire le nombre de lois qui disent qu'on ne doit pas faire l'apologie de plein de choses, de crimes, racisme, tout ce que vous voulez, et mettre les personnes en danger. Tout ça, c'est interdit en France, en Europe. Laissons les États-Unis s'occuper des États-Unis. Restons déjà sur la France et l'Europe. Pour ce qui est du contrôle du contenu, en France, en Europe, il y a toutes les lois qu'il faut. Voilà. Ça, c'est clair et net. On va pas les citer, mais si, il y a notamment les lois contre les cyberhaines de la députée Laetitia Avia. Il y a aussi le DSA et le DMA qui commencent à entrer en application, régulation européenne, s'il en est, avec notamment une demande de mise en conformité de l'ensemble des plateformes adressées par l'Europe à ces plateformes-ci, à ces big tech-là, pour le 25 août prochain. On en a aussi largement parlé ici dans cette émission. Il y a également... Mais complètement, absolument. Sur la presse, absolument. Qui est à l'origine de tout ça. Mais il y a surtout un nouveau délit en matière de harcèlement scolaire qui a fait son apparition en droit français depuis mars 2022. Axel, je reviens vers vous pour justement en parler, qui établit ce délit d'harcèlement scolaire dans le droit pénal et dans le code pénal. Un délit passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende en cas d'incapacité de travail à 8 jours, dit la loi, pour la personne victime de harcèlement, et de 10 ans de prison, ça c'est nouveau, et 150 000 € d'amende en cas de tentative de suicide ou de suicide de la victime. En l'occurrence, cette loi-là vient d'être appliquée dans l'affaire du suicide de Lucas. 4 adolescents ont été reconnus coupables de harcèlement scolaire la semaine dernière. Pas du suicide de l'adolescent, mais bien de harcèlement. Ça veut dire que ce volet-là de la loi commence à pouvoir être mis en application. Oui, cette loi, elle était importante parce qu'elle est venue vraiment reconnaître aussi un statut de victime, une spécificité liée au harcèlement scolaire. Et puis surtout, elle est venue donner des moyens notamment pour les établissements, pour pouvoir accompagner aussi des plaintes et proposer un dispositif pour les victimes et leurs familles. Et ça permet aussi la communication sur le droit, elle est importante et elle n'est pas assez aujourd'hui au cœur de la sensibilisation auprès des jeunes. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas le droit autour de leurs usages et encore moins leurs usages numériques. Donc savoir que le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement sont des délits, ça aide aussi à comprendre la gravité de ce que l'on est en train de faire et prendre conscience de la responsabilité de ces actes. On revient justement à ces questions de responsabilité de nos actes en tant qu'harceleur potentiel ou que potentielle victime de ces harcèlements au pluriel. On continue à parler justement de la responsabilité aussi des plateformes et des réseaux sociaux dans ces affaires avec Jacques Hainaut, avec Axel Le Saint, avec Marion Moreau. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap d'Edouard Deniau.
Land it in this square. I'm not sure how to get it down to the floor. They're gonna press the button and angle down. You gotta make sure you're De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Jacques Hainaut, d'Axel Dessein et de Marion Moreau, ce qui tombe très bien, puisque Marion a une idée derrière la tech. Et Marion, on part avec toi en Inde, puisque le pays forme ses étudiants à devenir des cyber-ambassadeurs. Ça veut dire quoi exactement? Oui, alors ça veut dire que ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que c'est un pays qui a, vous le savez, dépassé en termes de population la Chine avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Elle saisit en fait comme une armée, voilà, pour lutter contre les arnaques en ligne, demain le cyberharcèlement justement, ces étudiants, ces jeunes. Je trouve ça formidable et parlons notamment de ces solutions qui peuvent être intéressantes en termes d'inspiration. Justement, elle saisit justement, comme je le disais, ces jeunes pour lutter notamment contre les arnaques en ligne. On va d'abord s'arrêter d'ailleurs sur ce sujet des arnaques en ligne qui est quand même le fléau aussi, on va dire le Black Mirror hein, de nos outils et nos services numériques. Qui n'a pas entendu effectivement parler de ces escroqueries? J'espère pas vous n'en avez pas été victime. Les phishing mails, vous savez, c'est voilà, ces arnaques en ligne qui sont extrêmement sophistiquées. Les virus qui se cachent aussi dans nos devices, nos téléphones, nos ordinateurs et qui avalent nos données bancaires, qui avalent nos données personnelles et qui sont aujourd'hui des enjeux évidemment de cybermenaces très importantes à l'échelle mondiale. Et bien justement, l'Inde, qui aujourd'hui est en pleine phase d'accélération sur le digital, notamment sur son gigantesque population, elle a eu une idée, c'est ce que nous apprend le magazine Wired. Elle a une idée pour lutter contre l'escroquerie en ligne et la cybercriminalité qui a augmenté de 86% rien qu'en 2022. C'est énorme. Plus l'Inde se digitalise, plus elle a affaire malheureusement au revers de la médaille. Eh bien, elle a eu l'idée de saisir en fait les jeunes à se saisir de ces enjeux-là en les formant, en proposant une formation. Et c'est ce qu'on appelle justement, comme tu le disais, les cyber-ambassadeurs. C'est une formation qui se déroule sur 10 mois. Je vais vous l'expliquer en détail un peu après. Et justement, c'est tout à fait intéressant de voir dans quelle mesure l'Inde, qui est en accélérant sa digitalisation, en fait, aujourd'hui, finalement, cible une population, les jeunes, qui, eux, maîtrisent parfaitement bien, justement, les outils numériques, et peut-être mieux que nous, d'ailleurs, justement. Tu veux dire que justement tout démarre par l'éducation. En effet, plus tôt on va pouvoir éduquer sa population à la fois, oui, à l'opportunité qu'offre le numérique, mais aussi aux maléfices, j'allais dire bénéfices, justement au côté plus sombre de l'équation, mieux c'est. Exactement. Donc, effectivement, pour lutter contre la cybercriminalité, on va penser à plein de sujets. On le traite, nous, en Europe, de certaines façons, notamment législatives, réglementaires, etc., l'ANSSI, etc. Eh bien, là-bas, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça qui est intéressant dans l'exemple que donne, justement, Wired, c'est que en formant des milliers de jeunes sur 10 mois, aujourd'hui 3 000, l'année prochaine 10 000, en fait, en formant ces jeunes cyberambassadeurs qui vont aller voir le voisin du coin, la famille, la maman, le papa, la petite sœur, le petit frère, etc. Attention, attention à cette fausse annonce qui vient d'arriver sur ton téléphone. Attention à ces outils malveillants. T'as l'impression voilà, on a tous l'impression que c'est un mail tout à fait honorable qui nous arrive. Eh bien non. Eux vont détecter ça et eux vont former en fait leur très proche entourage, leur premier noyau, à se méfier des attaques qui sont parfois extrêmement sournoises et très sophistiquées. Je trouve ça très intéressant. C'est un petit peu comme si on pouvait faire un parallèle, peut-être, pardon pour le parallèle, mais les scouts qui s'entraident entre eux, entre générations très proches et qui finalement se passent un peu ces savoirs entre eux. Ça se passe justement, ce premier test, je le disais, sur 3000 jeunes, les cyberambassadeurs dans l'état du Telangana, qui est près d'Hyderabad. Ouais. C'est la police locale qui propose cette formation, qui est elle-même issue d'une idée
idée de femmes qui, vous le savez, sont quand même la cible de beaucoup d'insécurité en Inde, le Cyber Congress, et qui a proposé à l'État local, le Telangana, de former ces jeunes et d'aller jusqu'à de 3 000 à 10 000 jeunes qui vont être diplômés, certifiés pour lutter contre cette cybercriminalité. Cyberambassadeur toujours. Donc, c'est une initiative qui est très intéressante parce que ça veut dire aussi quelque part qu'on est en train d'utiliser le mécanisme du pompier volontaire pour lutter contre le feu. Là, on va former ces étudiants pour éviter peut-être qu'ils ne tombent dans le côté arnaque, justement en cyber champion de l'évitement de ces escroqueries en ligne. J'arrive pas à trouver mes termes. Non, mais c'est ça, c'est éviter justement que finalement on ait ce Black Mirror en fait du numérique. On a tous évidemment nos outils en main et on en est très content tous les jours. Mais en tout cas en Inde, on n'est pas préparé en fait. Et l'Inde est un pays gigantesque qui aujourd'hui, ça vous a pas échappé. Je le disais en introduction, mais je le rappelle, Tim Cook va produire 1/3 bientôt de ses iPhones là-bas. Les plus grands se déplacent en Inde aujourd'hui parce que l'Inde est une terre, est un Eldorado et ça beaucoup de gens l'ont compris. Par contre, l'Inde comprend. Et il me rappelle que j'ai eu une discussion tout à fait récente avec l'ambassadeur d'Inde en France qui mise très clairement sur le digital, les technologies. Et donc, attention, parce que notre pays n'est pas prêt au revers de la médaille du digital, qui est aussi une forme de vulnérabilité. Par exemple, dans l'État du Telangana, où est aujourd'hui localisé ce test de passer de 3 000 à 10 000 cyberambassadeurs, les jeunes, donc on compte quand même 5 millions d'élèves dans plus de 40 000 écoles publiques. Donc c'est des échelles très importantes. Et donc il faut aider dès tout petit, dès le plus jeune âge, à éduquer tous ces jeunes et à en faire eux-mêmes d'autres futurs ambassadeurs pour justement être les gardiens, les vigies en fait. Et on pourrait, c'est pour ça que je voulais insister sur cette chronique dans le cadre de cette émission tout à fait utile sur le cyberharcèlement. Pourquoi ne pas s'en inspirer chez nous? Pourquoi ne pas imaginer que ça existe déjà? Et ça existe déjà. Oui, merci, vous allez nous éclairer davantage, c'est formidable, c'est une bonne nouvelle. Parce que finalement, qui mieux que les jeunes aujourd'hui, les jeunes qui connaissent bien tous ces outils, tous ces mécanismes, pour aller justement prêcher la bonne parole. Oui. Donc écoutez, moi j'interviens aussi bien sûr devant les enfants, du primaire, des collégiens, des lycéens, pour parler du bon usage des écrans, pour parler du cyberharcèlement. Effectivement, vous avez raison, il faut les sensibiliser dès le départ. Mais il y avait un programme, si j'ai bonne mémoire, qui était soutenu par la Commission européenne, par l'Europe, pour justement transformer certains de ces collégiens, certains lycéens en ambassadeurs des bonnes pratiques sur Internet. Donc alors, ça avait été lancé, si j'ai bonne mémoire, avant le Covid. Donc je ne sais pas après si ça n'a pas été un peu arrêté. C'est parfois un peu compliqué parce qu'effectivement ça demande de mobiliser beaucoup de jeunes pendant pas mal de temps. Parfois ils vont jusqu'à Strasbourg ou des choses comme ça. Mais l'initiative effectivement elle existe. Mais comme vous l'avez dit, c'est très très long. Vous avez parlé de 3 000, 10 000 formés en Inde sur une population de plus d'un milliard maintenant. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais effectivement c'est une bonne façon de multiplier la bonne parole entre guillemets. Et puis surtout ils sont gratifiés. Pardon Marjorie de continuer un tout petit peu là-dessus. Ils sont gratifiés, c'est ça qui est intéressant. C'est cette gratification qu'il faudrait peut-être penser chez nous justement, parce que l'enjeu est dramatique et on l'a vu, on parle de suicide quand même et pas seulement. On parle aussi de quelque part de traces qui vont rester très longtemps chez les jeunes quand on est agressé avec une telle violence. C'est très très violent. Et justement le fait de faire de ces ambassadeurs des bons finalement de gardiens d'un temple de la paix civile, en les gratifiant, en leur proposant en Inde par exemple, on inscrit maintenant cette formation sur son CV, donc on trouve un job facilement. C'est extrêmement intéressant de raisonner sur cette gamification finalement de la paix civile. Et sur le fait aussi de pouvoir donner cette gratification, cette bonification des bons comportements en ligne. Axel, d'ailleurs, Internet sans crainte a notamment aussi accompagné ces gardiens numériques dans l'établissement français, je crois. Oui, en fait, du coup, cette démarche d'ambassadeur, elle existe, elle est au cœur du programme phare, parce qu'il croit dans le dispositif global de ce programme de lutte contre le harcèlement. Il y a le fait de former
des élèves qui sont bénévoles, qui vont être ambassadeurs contre le harcèlement et le cyberharcèlement de leur établissement. Ils bénéficient d'une dizaine d'heures de formation. Alors, ce n'est pas les 10 mois qui ont été évoqués, mais on est vraiment dans cette logique pair à pair d'avoir... Alors, on ne leur demande pas, bien sûr, de prendre en charge les situations de harcèlement de leurs camarades, mais d'être en capacité de peut-être de les identifier, de repérer ce harcèlement et de les guider vers les personnes référentes de l'établissement. Donc, on est vraiment dans cette logique, comme on peut retrouver avec les éco-délégués. Après, voilà, mais c'est effectivement une très bonne démarche. Et nous, on a justement créé un des outils qui permet de former ces jeunes ambassadeurs aux enjeux du cyberharcèlement. Et on rappelle que le programme phare est donc en thèse dans plusieurs établissements en France et aussi dans les territoires d'outre-mer en ce moment, et qu'elle est censée être généralisée à la rentrée 2023 à l'ensemble des établissements scolaires, écoles, collèges et donc également lycées. Est-ce qu'il y a des exemples, tiens justement, Jacques et Axel, venus de l'étranger? Parce que vous regardez évidemment ces solutions anti-harcèlement et cyberharcèlement de très près. Il y a des pays qui sont meilleurs élèves que d'autres en la matière, Jacques? En Scandinavie, vous avez beaucoup d'expériences qui sont faites dès le primaire pour inciter les enfants à s'exprimer sur leur ressenti dans la classe, etc. Et donc il y a un débriefing après derrière d'enseignants. S'il y a un problème, il y a une prise en charge, etc. Donc il y a des choses qui sont faites depuis plus longtemps, oui, et depuis plus jeune, vraiment, pour éviter... voilà. Mais il y a aussi des choses très bien en France. Il y a des jeux de rôle pour sensibiliser les enfants à ressentir ce qu'on ressent lorsqu'on est harcelé, lorsqu'on est victime. Donc, ils jouent le rôle du méchant, ils jouent le rôle de la victime. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais effectivement, c'est très long. Et je crois surtout, les plus dépourvus, ce sont les chefs d'établissement. Vous avez beaucoup de chefs d'établissement, lorsqu'on leur signale un cas de harcèlement ou une tentative de suicide ou autre chose, ils sont paniqués parce qu'ils ne savent pas comment réagir. Donc, je ne voudrais pas reparler de mon livre, vous avez la gentillesse déjà d'évoquer, mais effectivement, on va en reparler dans un instant. Il y a une partie pratique de conseils pour les parents des victimes, les parents des harceleurs et les chefs d'établissement, les responsables d'établissement, qui ont une responsabilité maintenant, mais ils ont tellement de choses à gérer. Quand vous avez, effectivement, vous voyez maintenant les jeunes qui sont parfois très, très turbulents en 5e, etc. Moi, j'interviens devant les enfants depuis plus de 10 ans, et je vois, on peut discuter si c'est à cause des écrans ou pas, je vois une baisse des capacités d'attention. Et dont se plaignent aussi les enseignants. Et on va y revenir justement dans un instant. Tout ça pour signaler aussi que la Suède, qui a été très précurseur, vous le rappeliez, les pays de l'Union très précurseurs dans le rapport au numérique, vient de faire marche arrière et se met à redépenser des budgets 60 millions par an pendant 3 ans pour introduire des manuels scolaires en classe, puisqu'elle juge, en tout cas le nouveau gouvernement de centre droit, juge que justement les écrans finalement sont un peu responsables de la baisse scolaire, notamment des élèves suédois en mathématiques et en lecture, et veut aussi redonner de la médiation humaine et analogique, si j'ose dire, dans son éducation. Axel, très rapidement, il y a des exemples à l'étranger qui vous intéressent particulièrement et qu'on pourrait extrapoler au système scolaire français? En fait, je soutiens ce que dit Jacques. En fait, nous, quand on parle de harcèlement et de cyberharcèlement, c'est finalement la partie visible de l'iceberg. Mais en général, le point de départ, notamment pour des jeunes, le cyberharcèlement, ça va être généralement des personnes qui connaissent, donc des choses qui ont démarré avec du harcèlement. Donc le travail autour du climat scolaire, sur la gestion des émotions, ce que j'évoquais au tout début, le vivre ensemble, apprendre à s'accepter soi, à accepter les autres, le travail sur la différence, sur l'empathie. On sait que si on le fait le plus tôt possible, on participe à créer de l'échange entre les personnes, à savoir exprimer ses émotions et éviter d'aller justement vers des comportements violents qui sont vers des moqueries qui vont être les points de départ en général des situations de harcèlement. Parce qu'on arrive à des situations dramatiques comme le suicide, donc effectivement il faut arrêter de dire aux enfants nous aussi on a connu ça, ça tuait personne, c'est faux, on le voit bien, le harcèlement tue, mais les points de départ, les histoires au départ, ça va démarrer sur une mauvaise blague, ça va démarrer par une envie de rejoindre un groupe, d'être populaire. Et parfois, quand on souhaite être populaire et qu'on est enfant, on va choisir de prendre en grippe quelqu'un qui est moins populaire et puis rejoindre le groupe des plus forts. Donc les points de départ devraient être davantage travaillés et permettre effectivement aux jeunes d'être en capacité de mieux vivre ensemble, d'apprendre à se connaître et de mieux gérer leurs émotions. Donc oui, toutes les initiatives qui vont dans ce sens montrent que derrière, on a un climat qui est moins favorable au développement de violences qui amènent vers cyberviolence, cyberharcèlement. Prévenir justement ces mécanismes de harcèlement scolaire et cyberharcèlement, on continue à le faire avec vous, messieurs, dames. Tout de suite, c'est la deuxième partie du talk.
Et on va malheureusement devoir rappeler ces chiffres. 1 million d'enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. 25% des collégiens touchés par au moins une tentative de cyberharcèlement. Ce sont les chiffres notamment que rapportait le Sénat dans sa dernière étude sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut réussir à mettre en balance, Jacques, ces chiffres, encore une fois, qui sont massifs, des mécanismes d'harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, quand vous demandez aux parents d'enjoindre justement leurs enfants à quitter au plus vite les réseaux sociaux et qu'on sait que c'est très compliqué de réussir à avoir gain de cause de ce point de vue-là. On cesse aussi de répéter ces chiffres sur le plateau de l'école du futur, mais en l'occurrence, on sait que le premier smartphone, désormais, il arrive entre 8 et 11 ans. On sait également que même si les plateformes mettent en âge un plancher de 13 ans pour pouvoir s'inscrire sur leur service, ce n'est absolument pas respecté. Le Sénat vient d'adouber une mesure prévue dans le projet de loi notamment de Jean-Noël Barrot, qui est la majorité numérique à 15 ans, qui en réalité n'est qu'une transposition de ce que nous dit déjà le RGPD, règlement européen sur la protection générale des données, depuis 5 ans. C'est le 5e anniversaire de cette pièce de régulation. Le vœu que vous formulez et ce guide pratique qui nous aide à y aller étape par étape, il est vraiment réaliste? Alors, j'espère qu'il est réaliste. Il va falloir qu'il soit réaliste parce qu'on a déjà une ou deux générations qui sont perdues. J'ose le dire, qui sont vraiment perdus en termes de concentration, de capacité de travail, de curiosité et de victimes de harcèlement. Peut-être qu'il faut reprendre très rapidement le mécanisme du cyberharcèlement. Ouais. Donc vous avez effectivement, comme le disait Axel, ça part peut-être d'une mauvaise blague, ça part de quelqu'un qui veut faire le fort, etc. Donc il y a une victime. Elle est souvent jugée différente pour une bonne ou une mauvaise raison. Pourquoi est-ce qu'ils s'attaquent à quelqu'un de différent? Parce que la différence, ils le comprennent très bien, les enfants. Lorsque j'interviens, je leur pose la question, qu'est-ce que nous fait la différence? La différence, elle nous fait peur. Et plutôt que de reconnaître que nous avons peur devant la différence, nous préférons nous moquer de cette personne qui est différente. Donc il y a un groupe qui se constitue, par exemple sur WhatsApp, on va se moquer de l'élève. Une fois que les discussions sont lancées, on invite l'élève en question à venir sur le groupe WhatsApp où on se moque de lui. Alors il n'a pas accès à l'historique, mais il est pris dans le maelstrom et il voit... Voilà, donc là... Et puis, ça va se poursuivre sur d'autres réseaux sociaux. Ça commence dans une classe, ça va s'étendre à toutes les classes et niveaux, ça va s'étendre à tout le collège, à tout le lycée, ça peut s'étendre parfois à tous les établissements scolaires de la ville. La victime va croire qu'elle est cyberharcelée par des centaines, des milliers de personnes. Donc à ce moment-là, elle va se dire... S'il y a autant de personnes qui se moquent de moi, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Elle va culpabiliser. Si elle culpabilise, elle n'ose pas en parler à un adulte, elle ne trouve pas la porte de sortie. Malheureusement, vous l'avez évoqué, et on a une actualité épouvantable récente, parfois ça peut aller jusqu'au suicide. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que la victime, pour s'en sortir, elle va trouver comme porte de sortie de devenir à son tour harceleur. On va trouver une autre victime. Et donc là, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Harceleur, harcelé, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très très important d'intervenir le plus rapidement possible lorsqu'on détecte un harcèlement, un cyberharcèlement. Mais c'est très compliqué à détecter parce que justement, les enfants n'en parlent pas aux adultes. C'est un petit peu un secret dans la classe, etc. Ça soude la classe, etc. Donc il faut être très 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 attentif au moindre signal. Ça peut être un autre parent qui va dire tiens, j'ai vu passer des choses pas très sympas sur ton enfant, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est malheureusement, encore une fois, le système éducatif, l'éducation, les éducateurs qui sont au plus près, les enseignants, les CPE, les directeurs, etc., qui sont au plus près des enfants, parce qu'ils passent quand même près de 8 heures par jour avec eux, qui peuvent le voir, mais ils sont démunis, il faut bien le dire, ils ont peur de signaler un cas, parce que c'est tout un tas de problèmes, etc., qui retombent, c'est la réputation de l'établissement qui est en jeu. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des enfants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites auprès des enseignants, auprès du personnel éducatif. Axel, on a beaucoup parlé aussi avec vous depuis la saison dernière de ce concept que vous imposez notamment aujourd'hui dans le débat qui est celui de la parentalité numérique avec Internet sans crainte. Est-ce qu'il faudrait imaginer adapter cette parentalité numérique aux enseignants et aux enseignantes comme le propose Jacques ? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit avec phare, il y a un dispositif qui se met en place, mais il y a une chaîne qui ne fonctionne pas. Et le cas de l'INSEE en est malheureusement un terrible exemple. Il y a un manque effectivement de formation. Il y a un manque de formation de toute la chaîne. Là, on parle des enseignants, mais on peut aussi parler des professionnels de santé. On peut parler aussi des services de police ou de gendarmerie qui ne sont pas forcément totalement formés aux problématiques de harcèlement et de cyberharcèlement qui touchent les jeunes,
jeunes et qui ne sont pas toujours en capacité de recevoir leurs paroles. Donc il y a toute une chaîne qui est défaillante, mais défaillante aussi par manque de formation et d'information, oui. Il y a aussi une autre question quand même qui persiste, et vous évoquiez tout à l'heure, Jacques, des solutions qu'on a reçues aussi, notamment sur ce plateau, sur ces jeux de rôle qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre quand on est victime du harcèlement, quand on est harceleur, soi-même, quand on est parent de victime ou parent d'harceleur. Ça aussi, c'est vraiment un mécanisme, une partie de ce mécanisme sur lequel vous avez envie d'appuyer, Axel, les parents de harceleurs. D'abord, comment réussissent-ils à prendre conscience que leur enfant peut être non pas la victime, mais celui qui est le bourreau? Et ensuite, comment réussir à travailler avec eux et non pas contre eux? En fait, c'est vrai que c'est très difficile pour un parent de réaliser et d'accepter que son enfant puisse avoir un comportement malveillant, être responsable de la douleur, de malheur de quelqu'un d'autre. Donc, on a toujours l'impression que son enfant est parfait. Après, c'est très important de déculpabiliser de tous les côtés pour que justement le dialogue soit possible. Il faut avoir en tête quand même que le harceleur, d'ailleurs, il est rarement seul. C'est souvent un groupe, il y a un point de départ, mais en général, il va être soutenu. C'est ce qui lui permet justement de pouvoir, sur la durée, s'attaquer à une personne. C'est pas une mauvaise personne, en fait. C'est souvent un enfant tout à fait lambda, mais qui a peut-être lui-même été victime et qui a aussi besoin d'aide, en fait. Il a déjà souvent besoin d'aide pour comprendre que ce qu'il fait est grave, avec toutes les responsabilités dont on a parlé. Et il a besoin d'être aidé pour sortir de cette situation. Parce qu'il a souvent, quand on discute avec lui, l'impression que c'est le seul moyen qu'il a, lui, pour être populaire et que c'est le choix qu'il a fait pour être du bon côté et pour être accepté. Il faut s'intéresser aux causes, en fait, qui mènent au harcèlement pour avoir le bon discours. Donc les parents, c'est très important qu'ils ne se retrouvent pas aussi dans une situation où ils vont attaquer leur enfant, lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait, c'est terrible, j'ai honte », parce que ça ne va pas libérer sa parole, ça ne va pas lui permettre aussi de s'exprimer sur les raisons qui l'ont amené à rentrer dans une situation de harcèlement. Donc, il ne faut pas culpabiliser ses parents parce qu'ils vont se sentir coupables et il faut leur donner justement les clés pour libérer la parole de leur enfant. Et pourtant, on a très peu de temps pour finir cette émission malheureusement, mais dans le cas notamment du suicide de Lindsay et des plaintes déposées par ses parents et leur avocat, on s'est aperçu aussi que dans les messages de harcèlement qui continuent à inonder les réseaux sociaux, qui continuent à inonder les réseaux phares du groupe Meta, des parents aussi harcelaient Lindsay et sa meilleure amie. Ça tombe sous le coup de la loi, en l'occurrence Jacques Hainaut. Ce sont des majeurs qui harcèlent des mineurs. Oui, ça c'est encore pire, bien sûr. Donc si c'est avéré, après effectivement, si c'est des comptes ouverts par des mineurs, sans passer pour des majeurs, donc il faut laisser l'enquête clarifier tout ça. Mais je crois qu'effectivement, si c'est le cas, c'est intolérable. Enfin, c'est une folie pure. Pour revenir vraiment au harcèlement et au harceleur, etc., j'insiste avec Axel sur effectivement, il faut bien comprendre que parfois, pas toujours, et ce qu'il fait n'est pas excusable pour autant, mais le harceleur est un ancien harcelé. Voilà. Et donc il faut maintenant aussi aider le harceleur. Et effectivement, il a du mal à comprendre que ce qu'il a fait est mal parce que on lui a fait peut-être la même chose. Et si personne n'a réagi, donc c'est normal. Donc il faut, voilà. Moi, je suis une fois intervenu dans un établissement scolaire, quelque part dans Paris, au primaire, un petit garçon, CM1, CM2, je ne sais plus, avait sur le groupe WhatsApp de la classe. Donc, il y avait déjà un groupe WhatsApp de la classe, donc il y avait déjà des smartphones. Donc en CE2, vous avez 10% des enfants qui ont déjà un smartphone. Donc CM1, CM2, ce petit garçon, il traite une camarade sur le groupe WhatsApp on ne va pas répéter l'injure, ça commence par un S, etc. Donc, ça finit par un visiblement. Oui, voilà. Et donc, alors là, grand scandale dans l'établissement, plutôt chic. On me fait intervenir, etc. Mais je dis, mais écoutez, pourquoi est-ce que cet enfant a répété ça? Ou est-ce qu'il l'a entendu? Est-ce que c'est une insulte qu'il a entendue entre ses parents? Est-ce qu'ils se disputent? Est-ce qu'il a entendu? C'est peut-être le genre de choses qu'on entend sur les contenus qui ne font pas de leur âge. Donc, peut-être qu'en disant ça, il voulait tout simplement de se libérer du propre traumatisme qu'il avait perçu, reçu, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut excuser tous les harceleurs, mais il faut aussi maintenant, on peut passer à une étape suivante. Le harceleur, c'est parfois un ancien harcelé.
Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Jacques Hainaut, pour évidemment ces témoignages, ces enquêtes notamment. Pourquoi nos enfants, je le mets dans un autre terme, devraient quitter vite les réseaux sociaux. Un guide très pratique aux éditions Télémac que vous nous proposez. Merci Axel Dessein, comme toujours, pour les solutions et pour tout le travail d'Internet sans crainte sur les sujets de cyberharcèlement. Merci à Marion Moreau, comme toujours, pour ses idées derrière la tech. Je vous rappelle les numéros d'urgence, le 3020 pour signaler un cas de harcèlement au sein de votre établissement scolaire et le 3018 si c'est du harcèlement en ligne. On se retrouve demain pour d'autres aventures.